bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau télévision sur les écosystèmes vertueux d'innovation Regards croisés. Ce plateau télévision va être l'occasion de mettre en lumière les écosystèmes d'innovation au Maroc et en Tunisie. Et donc pour ma part, je suis Agnès Laurent, je suis Senior Advisor à la direction de l'international chez BPI France et je vous présente Anta Diallo. Je suis responsable Afrique de BPI France Eurocouti. Je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, quand on parle d'écosystème d'innovation, on a peut-être l'impression que tout le monde sait de quoi on parle. En réalité, c'est peut-être pas si simple. Alors, je vais essayer l'exercice très rapide de vous faire comprendre ce que c'est en quelques mots. Je reviendrai d'abord sur le fait que l'innovation, c'est un processus complexe, incertain, qui part de la recherche jusqu'à l'accès au marché et qui comprend un ensemble d'étapes au sein desquelles, à chaque fois, il y a un risque important de s'arrêter. Et en fait, à chaque étape, les acteurs de l'innovation sont distincts, ne sont pas forcément les mêmes. Il peut y avoir le chercheur, le start-upper, la PME. Et en même temps, les besoins pour chacune des étapes ne sont pas forcément les mêmes. Un écosystème vertueux d'innovation, c'est celui qui va être capable de répondre spécifiquement aux besoins de l'innovateur selon son stade de maturité, en répondant de façon coordonnée à 4 macro-besoins. Les besoins en termes de financement, les besoins en termes d'ingénierie, les besoins en termes d'animation de l'écosystème et enfin de lobby. En France, l'écosystème d'innovation est relativement mature. Chez BPI France, nous sommes l'opérateur de l'innovation et on va essayer d'intervenir de façon écosystémique, c'est-à-dire qu'on va à la fois proposer des dispositifs de financement, mais on va également essayer de façon systématique de connecter l'innovateur avec l'écosystème pour des raisons toutes simples, c'est que nos moyens sont limités et qu'il faut qu'on ait un effet démultiplicateur pour maximiser l'impact de nos interventions et maximiser les chances de réussite. Notre positionnement spécifique, ça va être sur les failles de marché et précisément sur l'innovation. On a un parti pris qui est celui d'intervenir de façon très early stage, au stade de l'amorçage. Merci Agnès pour cette présentation. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'Afrique, c'est vraiment la région où la croissance en termes de VC funding est la plus forte. On a vu selon le rapport Partech, on a eu 5,2 milliards de dollars levés en 2021 et 6 milliards même si on monte à de la DEX, ça fait plus 264%. C'est une croissance fulgurante. Si on regarde plus particulièrement la région d'Afrique du Nord, on voit que c'est tiré par l'Égypte, qui est la troisième région après le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec un peu plus de 600 millions. Et on voit, même si l'Égypte, je vais dire, représente plus de 85% de ces levées de fonds, on voit que le Maroc, au Maroc, en Tunisie, ça s'accélère avec plus de 200 millions qui ont été levés. Alors, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est de vraiment comprendre comment on peut déjà expliquer cette forte accélération et ensuite, est-ce qu'il y a une véritable stratégie qui est mise en œuvre par les acteurs de l'écosystème ou c'est quelque chose qui se fait de façon organique? Donc aujourd'hui, en tout cas, on a la chance d'accueillir Ouda avec nous et Zineb qui vont pouvoir nous parler de leurs écosystèmes d'innovation respectifs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vos écosystèmes, les défis, les challenges, les points forts et leur maturité? Alors, je vais laisser Zineb commencer parce qu'on est au Maroc et que le minimum, c'est que le Maroc commence. Bonjour à toutes. Merci, mesdames, de nous accueillir aujourd'hui. Merci, Ouda, pour la prise de parole. Alors, juste pour recontextualiser aussi et illustrer aussi la raison pour laquelle je porte ce message-là, je travaille pour 212 Founders, qui est l'équipe au sein de CDG Invest, qui est le bras armé de l'État de l'investissement, donc le fonds public d'investissement au Maroc. Et en particulier, au sein de notre équipe, on accompagne et on investit les startups marocaines au Maroc et depuis cette année à l'international. Alors, pour vous donner peut-être un chiffre qui va illustrer cette croissance qu'on a constatée, c'est plus 195% d'investissements qui ont été opérés au Maroc entre 2020 et 2021, donc c'est les chiffres sur une année. Et donc on est ainsi passé d'un montant global, d'une enveloppe globale investie de 11 millions à 33 millions de dollars investis sur les startups.
et on a un peu plus d'un tiers, par exemple, qui est porté par nos investissements 212 Founders. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour rappeler, nous, le rôle du public, le rôle qu'a eu le public dans cette animation et la création, même si je peux dire, de cet écosystème entrepreneurial et de l'innovation au Maroc. Et je vais laisser la parole à Houda, mais je reviendrai tout à l'heure peut-être pour illustrer avec quelques petits cas pourquoi est-ce que nous avons été, en tant qu'appareil d'État, un petit peu le catalyseur de cet écosystème au Maroc. Merci. Alors en Tunisie, si on regarde un peu historiquement comment les choses se sont faites, je dirais qu'effectivement aujourd'hui on est en train de moissonner après des efforts de 3-5 ans environ. Après, il y a toujours eu des petites initiatives ici et là, un peu morcelées, mais à la suite de la Révolution, il y a eu clairement une démarche bottom-up, où c'est l'écosystème qui était drivé par ces entrepreneurs qui ont dit, voilà, maintenant c'est le moment et on a besoin d'une réglementation et on a besoin d'avoir une passerelle ou du moins une petite fenêtre d'oxygène. Et pendant 2 ans, l'ensemble des acteurs portés par les entrepreneurs ont bâti ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le Startup Act, qui a quand même aujourd'hui influencé, et on a à peu près 17 pays, il me semble, qui essayent de développer le Startup Act, notamment le Sénégal par exemple, l'Afrique du Sud également. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que très très rapidement, ces 3-5 dernières années, on a vu organiquement des initiatives de coworking spaces, d'incubateurs, d'entrepreneurs qui se sont même investis, alors même qu'ils étaient aussi entrepreneurs, mais qui se sont investis politiquement pour que le Parlement puisse faire passer cette loi et pour qu'on comprenne et qu'on construise les fondations de notre écosystème d'aujourd'hui. Et on voit enfin, et c'est assez symbolique, si on regarde les dernières levées de fonds qui ont eu lieu en Tunisie, je prends le cas d'Expensia, de GoMyCode et de Instadeep. Mis à part Instadeep, toutes les autres étaient incubées dans le premier coworking space qui était Cogit. Et donc on voit bien ces cohortes un peu de graduates qui sont arrivés aujourd'hui à ces levées de fonds conséquentes. Donc des levées de fonds au-delà de 8 à 10 millions d'euros, ce qui est conséquent pour la Tunisie. Merci beaucoup, Houda. Vous avez expliqué le sujet du Startup Act qui a été un élément majeur sur l'accélération de la dynamique de l'écosystème. J'aimerais revenir, Zineb, sur est-ce que vous pourriez illustrer une action phare qui a marqué l'accélération de la maturation de l'écosystème au Maroc? Oui. Alors, encore une fois, nous, en tant qu'acteurs publics, faut savoir qu'au Maroc, on a tout de même un écosystème de l'entrepreneuriat qui est de plus en plus structuré, avec des acteurs très complémentaires les uns des autres, et une volonté forte du public d'améliorer ce climat des affaires, si je peux l'appeler comme ça. Et donc, cette amélioration, cette contribution du public, elle s'illustre de 3 manières. La première, c'est tout d'abord de compléter l'appareil de financement qui existe au sein du pays, sans rentrer dans le détail, mais on avait des acteurs qui étaient positionnés sur du financement en bourse, en prêt d'honneur, sur du pré-seed. On avait des acteurs nationaux ou internationaux ou de la région africain qui intervenaient sur des montants de tickets à partir de Series A. Et il a fallu qu'en tant qu'acteur public, on vienne un petit peu compléter ce passage pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de saisir en très early stage les bons instruments d'État pour l'idéation, la travailler, mais surtout se financer pour aller chercher de la croissance. Donc c'est compléter et donner l'exemple. Aujourd'hui, on n'est plus les seuls sur le seed stage. Le deuxième élément, c'est d'accompagner et de renforcer les startups. C'est pour ça que nous ne sommes pas qu'un VC, mais on est aussi un programme pour pouvoir accompagner avec des critères internationaux, parce que très rapidement, on a su que si nos startups ne sont pas prêtes à pouvoir être évaluées en Series A par des fonds comme Afrique Invest, Partech, Sawari, etc., on aura mal fait le job. Donc la deuxième partie, ça a été un petit peu de poser un programme de qualité pour pouvoir les accompagner avec des standards internationaux et insuffler aussi une dynamique dans le marché. Et le troisième point, c'est probablement un petit peu d'évangéliser le marché en très early stage. Et ça, on l'a concrétisé l'été dernier en créant une académie en ligne pour pouvoir créer des parcours de formation pour former et informer à ce mindset entrepreneur pour garder au sein du Maroc un niveau élevé sur cet écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et je voulais peut-être relever ce que vous disiez, Zineb, sur l'importance de travailler avec. Vous avez dit beaucoup
Donc c'est vraiment co-construire avec ces acteurs internationaux. Et peut-être, Ouda, tu pourras nous éclairer sur ce point. Comment justement on travaille avec ces acteurs internationaux au sein d'un écosystème? Quel est l'équilibre à avoir justement pour que des acteurs internationaux comme des bailleurs, par exemple, ne pèsent pas trop lourd sur la balance et qui permettent à l'écosystème de garder son indépendance? Comment on construit cette balance? Comment on construit avec les autres acteurs? Effectivement, très souvent, on pense que lorsque le bailleur est là, on a atteint le Saint Graal. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, ça veut aussi dire qu'il y a une légitimité, ça veut aussi dire qu'on fait gage de qualité. Par contre, le grand danger, à chaque fois qu'on a justement accès à beaucoup de ressources, c'est justement celui de perdre son agilité. Donc lorsqu'on travaille avec des bailleurs, ce qui est extrêmement important, c'est vraiment déjà la phase de design commune, c'est-à-dire designer quelque chose qui soit extrêmement spécifique. Et je pense que très souvent, si on prend des initiatives comme l'initiative Innovi, il y a eu toute une phase de consultation avec l'écosystème, de design, de compréhension du besoin. Et ça, déjà, je pense que c'est un facteur clé de succès extrêmement important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de pousser les acteurs locaux au moment même où ils arrivent à travailler avec des bailleurs et notamment à obtenir des financements, à imaginer, on parle souvent de sustainability d'une manière, je dirais, presque générique, et c'est souvent un petit chapitre à la fin de n'importe quel propal qui dit sustainability, et je fais partie de ces acteurs qui ont rempli ça de manière, je dirais, un peu légère par moment, mais la réalité, c'est que lorsqu'on vit cette expérience-là, il est très très important de, dès le départ, imaginer des scénarios où le bailleur reste un partenaire stratégique, mais pas forcément un partenaire qui est tout le temps là pour injecter du cash. Et donc là-dessus, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles, il faut s'inspirer de ce qui existe et il faut profiter de ces moments de répit pour construire le muscle, les compétences, l'expertise, pour pouvoir par la suite y arriver grâce à ces expertises-là. Alors peut-être ce sera le mot de la fin concernant la connexion des écosystèmes. À quel moment s'ouvrir à des écosystèmes tiers? Est-ce que selon vous, c'est dès le démarrage, au moment où on est en train de s'épanouir? Est-ce que c'est une fois l'activité déjà lancée et on sait un petit peu qui on est, notre raison d'être? Et peut-être, Anta, tu pourras dire un mot sur la connexion des écosystèmes européens et en Afrique. Alors, il faut de toute manière différentes phases dans la construction d'un écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation au sein d'un pays. Il y a eu la phase de la construction, de la consolidation, de la diffusion du savoir. Et très très rapidement, enfin nous par exemple, 212 a été lancé en 2019, très rapidement, c'est-à-dire au bout d'1 an et demi, il a fallu s'ouvrir évidemment, parce que si on se regarde le nombril, on ne va pas grandir, il faut s'ouvrir à d'autres acteurs. D'autres acteurs, c'est les acteurs de la région, parce que nous, notre rôle, c'est de créer des success stories, pas qu'au Maroc, c'est de créer des success stories à l'international. Donc très très rapidement, il a fallu ouvrir ce qu'on faisait à d'autres fonds pour co-investir. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir dans notre portefeuille, deux séries A, où on a co-investi avec des fonds comme Partech, par exemple, avec des fonds comme YC. Exposer aussi nos startups, leur savoir-faire, les équipes. C'est ce qui a permis à des groupes de la région de s'intéresser aux startups qu'on a au Maroc, par exemple. C'est des genres de synergies aussi qu'on peut créer. On a vendu, on a fait un premier exit. Le premier exit, ça donne de l'espoir et ça donne également de la confiance aux investisseurs pour s'intéresser à notre marché. Un groupe nigérian a fait le rachat de l'une de nos startups récemment. Et se tourner vers l'international, c'est aussi aller chercher notre diaspora au-delà de nos frontières, parce que le Maroc, ou les Marocains en tout cas, ça ne se limite pas aux frontières de notre royaume. Et pour notre part, en tout cas, on a ouvert notre premier bureau à Paris pour représenter le rayonnement du programme et aller s'adresser aux Marocains, et pas que, en réalité, à l'ensemble des fondateurs qui veulent adresser le marché africain et MENA, en passant par le Maroc. Alors, je dirais que logiquement, on penserait de manière pragmatique qu'on démarre organiquement et petit à petit, on s'internationalise. Mais ça, c'est un peu comme cette question de à quel moment les boîtes s'internationalisent. Et il y a des Born Global Companies. Et en fait, je dirais aujourd'hui, pour ceux qui démarrent aujourd'hui,
ça dépend sur quel type d'activité. C'est-à-dire que clairement, de toute façon, l'investissement à l'international ne va pas s'intéresser à un écosystème qui démarre. Là où on peut imaginer une internationalisation plus rapide, c'est d'avoir des structures d'accompagnement qui collaborent pour aller beaucoup plus rapidement sur un accompagnement de qualité. Mais clairement, sur l'investissement, il faudra attendre. Il faudra que l'écosystème devienne suffisamment mature pour attirer les noms internationaux. Donc voilà. C'est un excellent point dont tu parles, en fait, Ouda. Et je voulais peut-être rebondir sur l'exemple d'Innovi que tu as donné, sur lequel on a beaucoup travaillé, en tout cas, nous, chez BPI France, avec notamment Investi, où l'idée, c'était vraiment de pouvoir, justement, renforcer, davantage structurer encore cet écosystème d'innovation naissant, de pouvoir mettre en lumière ces sociétés auprès d'investisseurs. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup de boîtes, plusieurs boîtes en tout cas tunisiennes, qui ont levé des fonds avec certains des investisseurs qui sont en fait internationaux. Donc on le voit que, comme tu dis, c'est très compliqué, mais c'est vrai que dès le départ, de donner cette ouverture, cette lumière, de mettre en avant les success stories, de faire venir des acteurs, que ce soit des accélérateurs, des incubateurs ou autres, pour venir voir ce qui se passe sur le terrain, c'est que nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas chez BPI France Euroquity, à travers 3 niveaux. Cette plateforme qui donne en fait un socle digital qui permette aux investisseurs de se connecter avec des startups et des accélérateurs, mais aussi avec des sessions de pitch qu'on va organiser et des revues de deal flow avec différents investisseurs. Merci beaucoup, Ouda. Merci beaucoup, Zineb. Merci à vous. Pour cet Merci à atelier. vous. Merci infiniment. Merci.